Et ben on est parti pour la vidéo, je pense, la plus dure que j'ai jamais postée. Mais je l'ai repoussée très longtemps et vous me l'avez demandé beaucoup. Donc let's go, on va parler de mon passé d'addict, de dépressive, sous antidépresseurs, sous multiples médicaments et phobique. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui m'a été demandée maintes et maintes fois et je me suis enfin trouvé le courage de la faire. Je me suis permise de me mettre un petit peu en bombe, un petit peu colorée, un petit peu coiffée, pimpée, parce que le sujet de la vidéo est quand même très déprimant et je me suis dit que ma gueule n'avait pas à l'être. Voilà, donc, de façon tout à fait apprêtée, tout à fait naturelle, je te laisse t'installer dans ton canapé avec une bonne boisson chaude, une bonne boisson fraîche et on va partir sur le récit de ma vie. Premièrement, je le rappelle bien sûr, je suis kiné, je suis prof de yoga, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je n'ai aucune compétence légitime en santé mentale. Tout ce que je peux vous donner ici, c'est le récit de mon expérience à moi, ce qui m'a aidé, ce qui ne m'a pas aidé, mon parcours de vie, qu'est-ce que j'ai fait en grandissant, qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui, comment je me situe, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Et à la fin de la vidéo, je réponds aux quelques questions un peu plus précises que j'ai reçues. Donc, début de l'histoire. Je suis née en 1996, en juillet 96. Je suis la deuxième fille d'une famille de 3 enfants. C'est la pire place, la place du milieu. Et il y avait clairement déjà un challenge dans mon enfance à cause de ça, même si j'adore mes parents plus que tout, même si aujourd'hui j'adore mon frère et ma sœur plus que tout. Il faut savoir que ça a toujours été très conflictuel. Tous ceux qui sont dans ma vie, dans la vraie vie, savent que je suis quelqu'un de complexe, je suis quelqu'un de compliqué, je suis quelqu'un... On sait quand on m'a rencontré, on va dire, et pas forcément dans le bon sens du terme. Mais je le sais, je suis comme ça. Ça a été très conflictuel avec mon père. Ça a été très conflictuel avec ma mère. Ça a été très conflictuel avec ma sœur pendant plus de 23 ans. Nous n'avons pas parlé. C'est pour vous dire. Donc, il y a quand même un gros bagage familial que je me suis trimballé et je ne suis pas en train de vous parler de toute la spiritualité à propos des traumas qu'on a transgénérationnels. Mais quand même, il faut savoir que j'ai grandi dans un foyer très conflictuel, même si très aimant, et que mes deux parents, chouchou, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous. À savoir également que mon grand-père était dépressif, mon papa est et était dépressif et a longtemps été sous médicaments, je l'ai quasiment connu que comme ça. Donc, c'était un bien comme un mal. C'était un mal parce que bien sûr, avoir des parents dépressifs, c'est pas fun. Ça rajoute plein de questions, c'est pas le foyer parfait qu'on peut voir dans les films. Mais en même temps, la santé mentale n'a jamais été un sujet tabou. Ça n'a jamais été un sujet tabou. Je deviens déjà émotive. La santé mentale, ça n'a jamais été un tabou. Dès que mes parents ont compris que je commençais à aller mal, je suis directement allée voir des psychologues, je suis directement allée voir mon médecin. Ils m'ont super bien encadrée. Il n'y a vraiment pas eu de tabou là-dessus. Et pour tous les parents qui me regardent, qui sont confrontés à ça avec leurs enfants, vraiment, aidez-les. Aidez-les et laissez-les être aidés par des professionnels compétents. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui m'a sauvée et qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc mon histoire, dans tout ce truc-là, commence vraiment réellement pour moi quand j'avais 8 ans. À 8 ans, mais je m'en souviens encore, c'est phénoménal. À 8 ans, je suis descendue de ma chambre pour regarder. Je me suis posée dans le canapé avec mes parents qui regardaient la télé. Et il y avait Zodiac à la télé. Donc pour ceux qui sont peut-être jeunes ou qui n'avaient pas regardé, c'est un truc sur un serial killer, je crois. J'ai pas des très bons souvenirs et je préfère pas en avoir. Et j'ai regardé, je pense, à peine 10 minutes dans les bras de mon papa et j'ai été traumatisée. À partir de là, donc à mes 8 ans, j'ai commencé à avoir la phobie de la mort. Et une phobie de la mort extrêmement avancée. Mes parents ne pouvaient plus sortir de chez eux, de chez moi même, mais même juste pour aller sortir la poubelle sans que je pète un plomb et que je leur demande vous faites quoi, vous allez où, dites-moi tout et tout. Donc ça a été très compliqué parce que je crois, j'ai plus exactement les dates en tête, ça reste flou, c'est des souvenirs d'enfant, j'ai plus les dates en tête, mais je crois que je l'ai traîné 1 an ou 2. J'ai traîné ça pendant 2 ans et ça a été hyper compliqué, surtout comme je vous ai dit, j'avais une relation très conflictuelle avec ma sœur et ma sœur c'était une de ses blagues de dire ah bah les parents ils sont partis, ils t'ont abandonné. Donc bref, ça envenimait un peu le truc, mais je ne lui jette pas la pierre, c'était une enfant aussi avec ses propres soucis et elle s'est largement excusée depuis. Donc vraiment aucun bif là-dessus.
Mais c'est vrai que ça a envenimé. Donc je suis allée voir ma première psychologue à 8 ans. Je vais pas donner son nom, mais elle était fantastique. Fantastique, elle m'a beaucoup mis à l'aise, elle m'a vraiment aidée. Donc en 2 ans, j'ai éliminé cette peur, cette phobie de la mort que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Ce qui est quand même super beau. Mais par contre, tous ceux qui ont des phobies, vous allez le savoir, j'ai ensuite développé la phobie d'avoir peur. J'ai eu peur d'avoir peur. Donc, j'ai eu la phobie de la mort. J'ai été mise sous médicaments. Je crois que c'était du tertian. C'était des petites gouttes à me donner le soir pour me calmer un petit peu. Je crois que c'est à cette période-là que j'ai commencé à en avoir. C'était pas tout le temps. C'était mes parents qui géraient si j'en prenais ou non. Mais mon papa étant médicamenté, on savait très bien que les médicaments avaient un intérêt. Donc, il n'y a pas eu de problème là-dessus. On m'a donné les médicaments dont j'avais besoin. Je ne sais pas actuellement si c'était vraiment la meilleure solution à faire de donner des médicaments comme cela à un enfant, mais n'empêche que ça a été ma réalité, ça a été mon histoire. Donc j'ai pris ces médicaments-là et au bout de 2 ans, j'ai éradiqué la phobie de la mort, mais j'ai quand même gardé en moi cette peur d'avoir peur, qui est vraiment normale ou en tout cas très classique dans le parcours de sortir d'une phobie. Donc j'arrive, j'ai 10 ans, et un Noël suivant, je pense entre mes 10 et 11 ans, un Noël suivant, je dormais chez mes grands-parents et on partageait une chambre avec mon cousin et ma sœur. Ma sœur et moi, on était sur des petits lits, mon cousin était par terre entre nous deux et il a joué à la Game Boy toute la nuit. Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, j'ai déclenché la peur de ne pas réussir à m'endormir. Oui. Je sais que je suis pas la seule à l'avoir celle-ci, mais elle me surprend toujours, je la trouve tellement étonnante. Mais du coup, j'ai déclenché la peur de ne pas réussir à m'endormir. Et ça, quel enfer, guys. Quel enfer, parce que du coup, je me couchais super tôt. Genre à 20h, j'étais au lit. Je bouquinais pour essayer de m'endormir. Et si à 20h35, je ne dormais pas, j'étais pas fatiguée, je pétais un plomb. C'était l'enfer. J'allais dormir avec mes parents. Je pleurais. Ma mère devait me faire des gratouilles pendant 8 heures. Je pense que j'aimais bien les gratouilles aussi. Il faut qu'on se le dise. Mais voilà, donc là, j'ai été remise sous médicaments. J'ai revu ma psychologue adorée. Mais vraiment, je l'adorais. C'était une femme phénoménale. Euh, donc j'ai eu vraiment cette phobie-là pendant très longtemps et à dire vrai, je vous spoil, mais je l'ai toujours encore un petit peu. De temps en temps, elle me revient, j'aime toujours pas. En fait, il y avait vraiment ce truc que c'était difficile pour moi de sortir d'une phobie parce qu'elle était hyper concrète et très rationnelle. Et je pense que ça vient de mes neuroatypies qui maintenant sont diagnostiquées. Euh, mais j'ai un cerveau qui est très concret et quand j'ai des peurs, elles sont très réelles. C'est pas loufoque, c'est pas irrationnel, c'est en fait, quand on me demande de décomposer, mais pourquoi t'as peur? Et au pire, qu'est-ce qui arrive? Bah, j'arrive à te donner des trucs qui sont vraiment relous. Par exemple, pour la phobie de pas réussir à m'endormir, il y a vraiment ce truc que bah, je vais mal dormir. Demain, je vais être pas bien. Ça se trouve, demain soir, je dormirai pas mieux. Je serai pas efficace à l'école. Je vais pas réussir à avoir des bonnes notes. Je vais être méchante peut-être avec mes coéquipiers, mes camarades de classe, avec ma famille, avec... Bref, c'était vraiment toutes les conséquences logiques d'une perte de sommeil. Surtout que c'était envenimé parce que quand tu as peur de ne pas réussir à dormir, eh ben tu dors encore moins parce que tu te stresses encore plus, donc tu dors pas et ainsi de suite. Donc c'était hyper redondant, très difficile pour mes parents et je pense pour ma grande sœur qui du coup avait moins d'attention de mes parents parce qu'ils s'occupaient beaucoup de moi avec toutes mes phobies. Vraiment, j'attirais l'attention et c'est peut-être aussi le syndrome du deuxième enfant. Donc il y a vraiment eu ce gros dos-là qui m'a duré en fait, ça a été le fond de ma vie pendant des années. Et comme je disais, encore aujourd'hui, je l'ai un petit peu. Je l'ai un petit peu. Il y a quand même de nombreux soirs où je panique un peu du fait de ne pas réussir à m'endormir. Je panique un peu du fait que le lendemain, je vais pas être bien. Je vais pas être bien avec mes patients. C'est encore un engrenage qui est un peu dur à suivre, mais je fais quasiment plus de crises de panique. Je pense que si j'en fais une ou deux par an, mais des vraies crises de panique, hein, où je pense que je vais mourir, c'est déjà énorme. Si j'en fais une ou deux, et je sais même pas si là j'en ai eu dans les 6 derniers mois, pour tout vous dire. Donc c'est quand même que ça va bien. Donc j'ai été suivie par une psy, et là je commençais à être plus grande. Donc j'ai également vu un psychiatre qui m'a mis sous des médicaments un peu plus forts pour les soirs de grosse angoisse pour que je puisse dormir. Mais bon, les anxiolytiques, c'est un petit peu un traquenard, à mon sens, parce que tu les prends pour réussir à dormir, tout comme les somnifères, sauf que ça a un effet prolongé et du coup le matin tu te réveilles dans le coltard et finalement peut-être que tu as dormi, mais tu as tous les effets qu'il fallait pas le lendemain parce que du coup t'es pas bien, t'es pas réveillé, t'es pas aimable, c'est un coma, c'est un sommeil artificiel. Bref, ça se passe pas super bien. Et ensuite, arrivé le lycée, j'ai commencé à développer en plus de ça une phobie scolaire.
J'ai toujours été très forte à l'école. Toute ma fratrie, tous mes parents, mes 2 parents, on est forts à l'école. Pour nous, c'est pas hyper dur. Les maths, les sciences, les trucs comme ça, pas difficiles. Le français, l'écriture française pour moi était un calvaire. L'histoire était un calvaire aussi. Tout ce qu'il fallait apprendre par cœur. Et aviser d'avoir une note derrière, pour moi, c'était impensable. Et arriver au lycée, hyper dur. Hyper dur. J'ai commencé l'année avec un 4 en maths, alors que j'ai eu 19 au bac. Donc c'est quand même pour vous dire que je sais faire des maths, mais juste vraiment je n'y arrivais pas. La physique-chimie, c'était un enfer. C'était extrêmement compliqué. J'avais 32 demi-journées absentes en un trimestre. Je vous laisse faire le calcul. Et c'était ça tous les trimestres, voire plus. Et c'était tout le temps, j'ai mal au ventre. Je me rendais malade. Et en plus de ça, on m'a diagnostiqué là cette année une intolérance au lactose génétique. Mon ADN ne code pas pour la lactase, qui est l'enzyme dégradant le lactose. Et du coup, en fait, je me suis rendue malade depuis que j'étais petite. Donc, c'était pas complètement dans ma tête, c'était pas que somatique. C'était également véridique. J'avais vraiment des problèmes et je mangeais du fromage, des yaourts et tutti quanti tous les jours. Donc, ça ne m'a pas arrangé. Donc, j'avais un mélange de phobie scolaire et d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire qui ont fait que mon adolescence a été très compliquée là-dessus. Sous-jacent, j'avais également un énorme manque d'estime de moi-même, de confiance de moi-même. Je me trouvais grosse, je me suis toujours trouvée grosse depuis que j'étais toute petite. Et j'avais aussi du mal à me faire des amis. J'en avais eu, quand j'étais petite, 2 meilleures copines. Et puis, le même été, la première part vivre à Hong Kong, l'autre à Lyon. Et en fait, j'ai gardé ce trauma en moi et je l'ai toujours actuellement de mes potes partent et j'arrive pas à créer des relations qui vont durer toute ma vie. Je suis envieuse au maximum de tous ces gens qui ont des amis depuis la maternelle ou même depuis le collège. Moi, j'ai beaucoup de mal à sociabiliser déjà avec beaucoup de monde et ensuite à garder des amis, voire des groupes d'amis tout le long, très longtemps. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est encore une grosse frustration aujourd'hui et qui est une des sources persistantes de mon mal-être et qui a été une source de stress et d'angoisse aussi quand j'étais au lycée parce que du coup j'ai fait ma seconde très difficile avec toutes mes absences. Et là j'ai dit à mes parents, les gars, faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, j'ai une phobie de l'école, ça ne va pas. Est-ce que vous voulez bien m'envoyer aux États-Unis? Ils ont dit oui, mes meilleurs parents du monde. Ils m'ont envoyé aux États-Unis pendant un an. Bien sûr, il y a eu énormément de stress. Je fais juste une aparté là-dessus. J'ai eu énormément de stress aux États-Unis. Je prenais toujours mes médicaments, je prenais toujours mes gouttes, mes calmants. J'ai pleuré pendant 3 mois non-stop les 3 premiers mois et aussi les 6 mois qui ont précédé le départ, tellement j'avais peur de quitter mes parents, aussi conflictuelle la relation soit-elle. C'était très compliqué, mais au final, c'était la meilleure année de ma vie. J'ai rencontré des gens fous et j'ai réussi à être, je pense, la vraie Margot, la Margot qui arrive à être sociable et qui est heureuse de tout et qui aime tout faire. Parce qu'en fait, j'avais pas mon passé aux États-Unis, j'ai pu complètement me recréer et ça a vraiment bouleversé ma vie. Il y a vraiment un chapitre avant les États-Unis, pendant les États-Unis, après les États-Unis. Ça m'a grandement aidée, mais je sens qu'actuellement, je pourrais me refaire une année à l'étranger complètement solo pour justement retrouver cette personne que je suis. Désolée, je parle extrêmement vite parce que c'est très inconfortable d'en parler et aussi parce que je veux pas que cette vidéo dure 1 heure. Donc, aux États-Unis, j'ai quand même pris mes médicaments et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant ça, j'ai commencé à fumer à 14 ans. J'ai commencé à fumer à 14 ans, bien sûr, en secret de mes parents. J'ai aussi pris mes premières cuites dans ces âges-là. C'était très jeune, je venais d'un village. Très difficile, mais du coup, arrivé aux États-Unis, j'ai pas bu parce que c'était pas légal et je n'ai pas fumé. J'ai dû fumer 2 cigarettes en tout et pour tout aux États-Unis avec, une autre collègue russe. Et c'est tout, parce qu'en fait là-bas ça se faisait pas, donc j'ai bien remarqué que je pouvais m'arrêter parce que j'avais pas le choix en fait. Rentrée en France, juillet 2013, ben, je recommence tout, hein. Je recommence à prendre des cuites avec mes copines, je recommence à fumer comme il faut et j'ai fumé encore très longtemps après ça. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps la cigarette. Donc très compliqué, je savais absolument tout ce qui n'allait pas, hein. Puis en plus j'avais pris énormément de poids. Donc je prends le temps de rentrer en France, je retrouve mes copines et le groupe s'élargit et là je suis vraiment bien, j'ai un bon groupe de copines. Je fume mais ça je m'en fous un petit peu à l'époque. J'ai pris du poids mais je m'en fous aussi un petit peu, c'est seulement un an après, en 2014, que je décide de voir un premier diététicien et que je commence à perdre mes premiers, je sais pas, 8 kilos, j'ai dû perdre un truc comme ça et à me mettre au sport.
ce qui était très cool. Donc je fais du fitness depuis maintenant 2014, donc ça va faire 11 ans, ce qui est quand même fou. Et j'avais eu des très bons résultats, tout le monde me faisait la réflexion que c'était beau, que j'avais tout perdu et tout, que c'était super les efforts que j'avais faits, ce qui était hyper gratifiant, même si aujourd'hui on pourrait se poser la question de mais est-ce que quelqu'un a vraiment plus de valeur parce qu'il est plus mince ou pas? On ne sait pas. Mais bon, toujours sous calmant en 2014, je rentre en première en France parce que l'année aux États-Unis est une année de césure et ne compte pas. Et là, je perds toutes mes amies parce que, et ben du coup, elles sont parties, elles avaient 1 an de plus, donc ça a été difficile. J'ai dû m'intégrer à une nouvelle classe qui n'était pas du tout facile, surtout que c'était que des gens du même village qui restaient que entre eux et qui n'étaient pas hyper sympas avec moi. J'en avais vraiment 2-3 qui étaient hyper chouettes avec moi et que j'adore. Et encore aujourd'hui, même si je les vois plus. Mais ça a été difficile de se réintégrer. J'attendais chaque récré et tout pour voir les gens, avec les copines avec qui j'étais avant. 1 an se passe comme ça, toujours sous médicaments, toujours à fumer et à faire attention à mon poids. Et arrive la terminale, l'été avant la terminale. Et là, du coup, toutes mes copines partent ailleurs. Et en plus, partent en vacances, toutes ensemble. On était une copine, je pense, d'une quinzaine. Et on est 4 à ne pas avoir été invitées à ce voyage. Et pour moi, là, ça a été la trahison. Mais j'en ai encore une grosse blessure. J'ai fait de la psychologie. Je suis allée voir une psychologue pour ce trauma-là, justement. J'ai vraiment hyper mal pris ça. C'était de la thérapie cognitivo-comportementale. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc où on voit les doigts comme ça qui bougent et la lumière pour reprogrammer le cerveau. Ce qui m'a bien aidée, mais j'ai pas pu redevenir amie avec les filles. Et là, j'ai eu un sentiment d'abandon. Et bref, je fais plus confiance aux filles et aux copines. Les garçons, ça va un peu mieux, mais je fais plus trop confiance aux filles. Donc là, c'est encore un gros truc. Je vous spoil un peu la fin de la vidéo, mais c'est encore un gros truc sur lequel je dois travailler. Et accepter aussi que du coup, j'aurai pas de copine depuis l'enfance, ce qui est ok. Mais bref, du coup, la terminale se passe, un peu compliqué avec les gens de ma classe, parce que c'est toujours la même bande et tout. Parce que j'étais dans une option maths euro, donc eh ben, on changeait pas de classe, c'était toujours les mêmes, donc tant pis pour moi. J'avais quand même 1 ou 2 très bonnes copines, donc ça aidait à passer le temps, même si il y en a une que j'ai gardée, les autres, au final, bon bah, c'était pas des si bonnes copines, mais comme tout le monde à cet âge-là, je pense que tout le monde ici qui est plus âgé, qui n'est plus au lycée, pourra en témoigner. Je continue à fumer, arrive la terminale, et là, je commence à angoisser ma race pour le bac et pour la PACES, parce que je savais très bien dans tous les cas que j'allais aller en médecine. Je voulais être kiné, il n'y avait aucun doute. Donc, il fallait que je fasse médecine, donc je commence à flipper ma race. J'ai le bac, je me fais vraiment je crois que c'était 10 jours de révision intense avec planning, première fois de ma life que je révise autant. Je suis un peu stressée, mais ça va. Les États-Unis m'ont fait le plus grand bien. Quand même, je dors pas, je vomis et tout, hein. Mais quand même, j'en ai pas un si mauvais souvenir. J'ai mon bac avec 18,5 de moyenne, félicitations du jury, une bourse, bref, trop contente. Et arrive l'été après le bac. L'été après le bac, je commence une prépa médecine. Donc c'est 2 semaines en plein mois d'août pour commencer à prendre de l'avance sur le programme de médecine. Je passe mon année de médecine et très clairement, je vais pas y passer des heures parce que ça a été la pire année de ma vie. Pire année de ma vie dans tous les sens du terme, niveau santé mentale, niveau santé physique, niveau stress, l'horreur que j'ai fait subir à mes parents, à mon frère. Mon frère, vraiment, a toujours dit « J'aurais trop aimé faire médecin ou kiné, mais je ferais jamais médecine vu comment je l'ai traumatisé pour ça. » Donc une année très difficile. Tout le premier semestre, je ne mange quasiment pas. J'arrive aux examens du premier semestre à Noël dans un état lamentable. Je stresse, mais vraiment à n'en plus manger pendant 3 semaines. J'ai aussi fait un bad trip sur des médicaments que mes parents m'ont donné sans ordonnance. J'ai fait un bad trip assez violent, à vomir du sang. Du coup, mes parents ont appelé mon médecin qui, suite à ça, est passé tous les midis chez moi parce que je mangeais vraiment plus. C'est là que ça a été décidé qu'on me mette sous antidépresseurs. Donc j'avais 18 ans quand on a commencé les antidépresseurs. Un assez fort dosage et on a rediminué quand même assez rapidement après la première année de médecine. Mais en fait, il y a eu décembre, j'ai commencé les antidépresseurs, plus d'anxiolytiques pour pouvoir mieux pour que je puisse au moins passer la période, parce que dans tous les cas, il n'y avait pas le choix. Il fallait que je passe mes examens, vu comment j'avais travaillé. Surtout que je m'étais toujours dit, je ne ferai pas une 2e année de médecine, une 2e première année, parce que j'ai tellement travaillé cette année-là que je pourrais pas faire mieux l'année suivante. J'ai pas été de ceux qui sont sortis et tout, non, non. C'était du 6h30, 23h30, tous les jours de l'année. Je me suis permis 2 sorties de 1 heure dans l'année, c'était vraiment pas sain. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas en faire plus.
Donc j'ai fait les révisions comme ça. Ensuite, je sais plus combien de temps il y a eu de partiels, mais c'était long. Suite à ces partiels, j'étais sûre d'avoir chié dans l'école. Et du coup, j'ai passé 2 semaines avant le deuxième semestre complètement déprimée à regarder Stéphane Plaza. Donc je me suis dit, désolé, c'est un mauvais homme, on le sait maintenant. Mais j'ai regardé Stéphane Plaza et je me suis dit, c'est pas grave, au pire, j'irai dans l'immobilier. Les résultats arrivent au final. Non mais comme d'hab, je suis 99e ou 97e 99e sur 1500. J'avais vraiment pas de soucis à me faire et pourtant je m'en suis fait autant. Je ne sais pas faire la différence entre réviser pour avoir 20 et réviser pour avoir 0. Je ne sais pas faire, donc je serai toujours stressée. Ça fait partie de moi, il faut le savoir. Arrive le deuxième semestre, les beaux jours arrivent un peu plus faciles, les matières sont un peu moins dures. Il y a eu un premier tri, ça va mieux, mais je garde mes antidépresseurs, mes anxiolytiques et je prends du poids. Premier semestre, j'ai perdu beaucoup de kilos parce que j'arrivais plus à me nourrir. Deuxième semestre, je prends du poids. C'est peut-être les antidépresseurs, c'est peut-être juste que je mangeais mon stress. Arrive la fin de l'année, je suis déprimée. Je suis même pas heureuse de savoir que j'ai eu mon diplôme. Vraiment, là, la dépression, malgré les antidépresseurs, augmente. Je reste au lit, je profite pas du soleil, je me terre dans le sport aussi, je refais beaucoup de sport. Voilà, il y a vraiment tout ce passé-là. Et je sors plus de mon lit. Le jour où j'ai mes résultats, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis juste un peu amorphe. Je commence mon job étudiant parce que j'ai bossé tout l'été dans un parc d'attractions et je suis partie en arrêt maladie le dernier mois parce que j'en pouvais plus, je m'étais fait une tendinite au pouce, mentalement ça allait pas, moralement ça allait pas, il fallait quand même que j'attaque kiné en septembre. S'ensuit ensuite mes études de kiné, que j'ai adoré et détesté parce qu'en fait ma phobie scolaire elle était toujours là, je me mets toujours aussi mal pour les examens, j'ai du mal à profiter, j'arrive étonnamment à super bien vivre l'intégration en kiné qui est assez folklore, à sortir même si j'étais clairement pas la plus fêtarde. Mais j'arrive quand même à m'intégrer, à rejoindre la promo et à me faire des amis, même si comme d'habitude avec moi, c'était difficile. J'étais jamais trop sûre qu'elles soient vraiment mes copines. Et même quand des fois il y avait tout un groupe d'amis, bah en fait il y en a qu'une vraiment qui était ma pote et les autres me supportaient juste. Et encore, c'est vraiment ma malédiction, j'ai envie de dire, mais c'est sûrement à cause de moi. Donc voilà, je cherche encore mes personnes. Je prends les candidatures pour des bonnes copines d'ailleurs, si jamais. Et je fais mes années de kiné comme ça. Je profite, mais pas assez. Je me fous la pression comme pas deux pendant tous les examens. Je dors pas, je vomis. Et là, je tombe encore plus dans des addictions. J'ai été addict à la drogue. Je sais pas si on a trop le droit de dire ça, mais à la fumette, quoi. Cannabis. Pas trop à l'alcool. La cigarette, oh bah la cigarette, alors là je suis au roulé, donc je compte même plus les cigarettes par jour, n'en parlons pas. J'essaye de faire du sport, mais j'ai pas trop de résultats parce que mon hygiène alimentaire est pas bonne et mon hygiène de vie n'est pas bonne. Et c'est seulement en 2019 que je décide de tout changer. Septembre 2019, je fais appel à des diététiciennes, j'en ai déjà parlé, l'équipe de Make Me Healthy. Je suis toujours sous antidépresseurs, je suis toujours sous anxiolytiques, je suis toujours sous pilule aussi, la fameuse. Donc je suis sous tout ça et je fais appel à des diététiciennes et là on revoit tout, absolument tout et là tout change dans ma vie. J'ai enfin des résultats au sport, j'ai enfin des résultats sur ma silhouette, mais en fait c'était un petit peu un échappatoire où je mettais tout là-dedans. Je fumais, j'allais au sport, je révisais, je fumais, j'allais au sport, je révisais. Des fois je mangeais. Je mangeais pas assez parce qu'avec le stress d'examen, là c'était une période où je mangeais pas, donc j'ai perdu vraiment énormément de poids. Et en janvier 2020, commencent à apparaître tous mes problèmes de ventre, mes plus gros problèmes de ventre, malgré que je vous ai dit que j'en avais déjà avant. Les plus gros problèmes de ventre arrivent, et là c'est de pire en pire du coup depuis 5 ans. Toujours sous tous mes médicaments, et en mars 2020, confinement. Confinement extrêmement dur. Je suis toute seule chez moi. Je suis extrêmement stressée, désolée. Bon, désolée. Je deviens émotive, je suis hypersensible, on le sait. Là, je suis une hypersensible qui déteste pleurer, donc c'est super chiant. C'est un de mes gros combats avec mes psys. À chaque fois, je veux pas pleurer devant elle et je garde tout en moi. Et je pense que mes soucis d'indigestion, c'est aussi ça, je ne digère pas mes émotions. Mais on s'améliore jour après jour, c'est pas grave. Allez. Et du coup, je disais que j'étais en stage à l'hôpital en fait quand le confinement est arrivé. Donc il y avait eu, nous on avait commencé les masques avant ça et on entendait toutes les rumeurs à l'hôpital. Donc c'était un contexte très stressant. Et après, j'étais arrêtée chez moi toute seule dans un appart qui n'avait pas d'extérieur. J'étais extrêmement stressée pour la situation sanitaire, pour mes proches et en plus ma grand-mère est morte. Et donc ma grand-mère est morte à ce moment-là, mais je pense que ça faisait 10 jours qu'on était en confinement, donc ça a été hyper dur. J'ai pas réussi à faire cette séquence sans chialer ma race devant vous. Très difficile parce que je crois que mes parents venaient de se séparer à cette période-là. Et ma mère était en burn-out et qu'elle perde sa maman au milieu, moi qui suis hyper empathique,
plus le fait de perdre ma grand-mère, elle avait Alzheimer, plus infection urinaire, sur un sous-fond de Covid. Donc ça a été très compliqué de subir ça à distance d'elle, de pas pouvoir vivre ce moment ensemble. En plus, à savoir que du coup, avec le Covid, l'enterrement, la mise en terre, s'est fait en juillet. C'est fait fin juillet pour un décès 5 avril. Je peux vous dire que ça a été dur pour gérer mon grand-père, gérer ma mère, gérer tout ce qui s'est passé et faire le deuil correctement dans un fond de Covid où t'as pas le droit de te réunir avec tes proches et tout. Extrêmement difficile. Et bref, ce confinement, je décide vraiment d'en tirer le maximum. Et je dis, bah, la vie est trop courte, faut que j'arrête toutes mes merdes. Donc j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté les antidépresseurs et j'ai quasiment arrêté les anxiolytiques à ce moment-là. J'ai arrêté quand même progressivement, s'il m'en fallait un de temps en temps, je disais pas non. Mais c'est vraiment là que mes conseils vont commencer et que mon parcours commence pour aller mieux. J'arrête tout. C'est ce moment-là, je vais essayer Là, je parle en pleurant, je m'en rends compte. Donc je vais essayer de remettre un peu du sourire et les paillettes dans cette vidéo. Donc là, je décide de tout arrêter et pendant le confinement, ce qui n'est pas le plus gai, mais au moins j'avais que ça à foutre. Donc, j'arrête tout toute seule, je me fais pas aider, ce qui n'était pas forcément à faire, mais voilà. La première étape pour moi, ça a été de me dire, écoute Margot, tu veux passer par là, tu veux t'en sortir, tu acceptes de t'en sortir et d'être mal. Donc, ça voulait dire que je devais accepter de pas dormir. Fallait que j'accepte de faire des crises d'angoisse. Fallait que j'accepte d'être triste, d'avoir envie de pleurer toute la journée, de des fois pas sortir de mon lit, de péter des plombs, d'aller marcher dans la rue à 2 h du matin parce que ça n'allait pas et que c'était le seul truc qui me calmait. Donc la première étape pour moi vraiment ça a été d'accepter de vivre tout ça aussi inconfortable soit-il et surtout qu'au début on savait pas quand le confinement allait se terminer donc je savais pas combien de temps j'avais pour faire tout ça. Deuxième étape, ça a été pour moi d'en parler, donc j'en ai parlé vraiment au plus proche parce que j'ai quand même énormément de mal à avouer mes faiblesses et c'était un moment où j'étais pas suivie par un psy donc j'en ai parlé à ma mère dès que j'ai pu. Pas tout de suite, je crois que ça a été l'été suivant, l'été après le confinement où je lui ai vraiment parlé de la cigarette et tout parce que jusque là mes parents savaient pas officiellement que je fumais. Donc accepter, en parler à ma mère quand ça a été temps, à une copine quand j'ai pu et à mon mec bien sûr, mes chéris ont toujours été d'un soutien phénoménal. Ensuite, troisième étape, remplir mon quotidien. Si j'enlevais des trucs, fallait que je le remplisse pour pas m'en rendre compte. Je l'ai rempli. Ça a été la fois où j'ai fait mes premières séances de yoga en YouTube et ce qui a été ma seule expérience d'ailleurs. Donc des séances de yoga sur YouTube, je faisais Sissi Mua, les lives, je faisais Justine Galis, je faisais tout ce que je pouvais en sport et tout. Je m'étais aussi mis à la course, mais au bout de 10 jours, je crois que je m'étais fait une double entorse à chaque cheville. Donc j'ai pas pu continuer. J'ai essayé de me remplir d'autres activités aussi. Par exemple, j'ai commencé à dessiner un petit peu, même si c'était très moche. J'ai commencé à apprendre la langue des signes aussi cette année-là, la langue des signes française. Et ça m'a bien occupée, surtout qu'on avait encore des cours en visio. J'ai dû travailler mon mémoire, donc ça c'était une grosse source de stress aussi encore. Je me suis mis à TikTok. Je ne postais quasiment rien, ou si je postais, j'avais pas d'abonnés. Hein. Mais c'était l'essor de TikTok et tout le monde faisait... À l'époque, c'était vraiment beaucoup de chorégraphie. Les gens faisaient une choré sur une musique tendance, tout le monde faisait la même et tu ressortais. Il y avait des audios où tu essayais de faire du lip sync. Sur les audios et ça m'occupait mes journées, je me faisais en bombe juste pour tourner mes TikTok et ça franchement on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux mais moi TikTok m'a sauvée à cette période-là parce que vraiment j'avais l'impression de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux contenus, des nouveaux gens et vraiment ça me nourrissait. Un autre outil et ça pour le coup je vous le conseille complètement, ça a été la cohérence cardiaque que je venais de découvrir dans mon stage à l'hôpital. Cohérence cardiaque, j'en faisais entre 3 et 5 fois par jour, c'est 5 minutes de respiration, si t'as des questions n'hésite pas et il y en a à la maison PIM bien sûr, lecture, film, série pour me vider la tête et remplir ma vie. Donc c'était aussi une période où j'avais pas d'enfant, c'était aussi plus simple. Hein. Bah, j'ai toujours pas d'enfant, j'ai pantoufle, mais c'est pas un vrai enfant, c'est pas un humain. Et donc c'est tout ça qui m'a permis de sortir de la période. Ça a été hyper dur, hein. Je vais pas vous cacher que c'était pas du tout une balade de santé, une promenade de santé. Entre le mémoire, les cours en visio, essayer de se débatouiller, difficile, l'isolement social. J'ai vraiment tout mal vécu, mais en même temps, je suis arrivée à l'été. Le diplôme était passé, tout était fait. J'ai eu mon diplôme, j'ai pu commencer à travailler et je prenais plus de médicaments, plus d'anxiolytiques et je prenais plus de drogue, ce qui était déjà super. Et cet été-là, je me suis dit aussi, eh ben t'arrêtes la cigarette ma grande. Et alors là, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est là où je suis partie, j'ai rendu mon appart et je suis retournée vivre chez ma mère pendant 6 mois, c'était prévu. Je suis partie vivre chez ma mère pendant 6 mois et là je lui ai dit maman, faut que tu m'aides, je vais être stressée, je vais être mal, des fois je vais dire maman sors avec moi, aide-moi.
parce que je voulais arrêter la cigarette. Et du coup là je me suis mis à la cigarette électronique. Spoiler que j'ai toujours. J'ai essayé d'arrêter la cigarette électronique en 2022 et je me suis remis à la clope à ce moment-là. Pendant 6 mois j'ai refumé des clopes. Donc je dis non ma cocotte, tu reprends la clope électronique, au moins il n'y a pas de tabagisme passif. Désolée, on va devoir continuer cette vidéo sans micro parce que mon téléphone n'a plus de batterie pour filmer. Donc je ne peux pas brancher le micro vu que c'est la même prise. Ils sont toujours pas fichus de nous faire 2 prises pour qu'on puisse faire tout en même temps. Mais bref, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. Et passé l'été, j'ai pu arrêter la cigarette, reprendre la clope électronique, commencer mon exercice kiné et du coup à partir de là ça allait beaucoup mieux parce qu'en fait moi c'était la phobie scolaire qui m'handicapait beaucoup et de sortir du système scolaire, et ben ça m'a permis de guérir ça. Et aussi je remplissais mes journées parce que aussi il y a le quotidien de quelqu'un qui travaille n'est pas celui de quelqu'un en confinement et du coup il y avait vraiment ce truc de moi il me fallait du temps en dehors de mon boulot et les kinés au début surtout quand tu remplaces tu fais 8h 20h, donc ce que je faisais et ce que je fais toujours c'est que je me lève 2h à 2h30 avant que je doive partir et comme ça j'ai le temps de faire ma séance de sport, de bouquiner en buvant mon café, de prendre mon petit déj quand j'en prends un, bref vraiment il y avait ce truc d'avoir une autre journée que la journée du boulot, surtout que ma phobie de pas réussir à m'endormir était encore présente et sous-jacente encore à ce moment-là, j'étais vraiment moins bien que maintenant et du coup je me couchais très tôt le soir donc j'avais pas trop de vie le soir, genre vraiment 21h30. Je pense même 21h j'étais au lit, 21h30 j'essayais d'éteindre les feux, 22h max. Donc il me fallait une vie le matin. Et moi c'est vraiment le matin que ça allait. Aujourd'hui je n'arrive plus à me réveiller le matin, j'ai complètement changé. Donc j'ai plutôt une vie le soir, comme quoi l'univers s'équilibre quand même à des moments. Donc aujourd'hui je prends encore la vie un peu au jour le jour. Et j'ai continué à voir une psychologue, j'ai vu une coach en développement personnel, j'ai revu une psychologue l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je continue à consommer du développement personnel, je continue à demander de l'aide à ma soeur, à ma mère, j'essaie de beaucoup plus demander de l'aide et communiquer parce que j'ai quand même remarqué que plus on communique sur ces sujets, plus on trouve des gens qui passent par la même chose et qui sont prêts à tendre une oreille attentive et bienveillante. On s'en sort beaucoup mieux comme ça, donc j'essaye d'en parler plus et plus facilement, mais j'ai encore un gros problème avec la vulnérabilité. Pleurer en public pour moi c'est insupportable, montrer que je suis pas une fifi et que je suis une femme forte, c'est important pour moi et du coup j'ai beaucoup de mal avec la vulnérabilité alors que je sais très bien que c'est complètement débile et que ce n'est pas le cas, mais du coup quand même depuis 2022 où j'ai fait ma formation de yoga, où j'ai pu accompagner plus de gens, où j'ai trouvé aussi une certaine douceur parce que le yoga m'a apporté une douceur, même si vous me connaissez comme la prof de yoga pailletée et un peu déjantée. Le yoga m'apporte une certaine douceur dont j'avais besoin, des stages méditatifs me font également du bien. Ça a été d'une grande aide, le yoga est encore d'une grande aide, mais en fait pas tellement juste le yoga physique, mais en fait de me dépenser physiquement m'a beaucoup aidé. De aussi travailler mon corps pour être capable de plus de choses, mais également que mon reflet dans le miroir me convienne plus, ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi le fait de trouver petit à petit mes personnes. Je commence à accepter, même si c'est douloureux, le fait que j'aurai jamais d'amis que j'ai depuis l'enfance. J'ai des amis, très peu. On les compte sur les doigts d'une main et moi j'ai pas de copains. J'ai quasiment pas de copains. J'ai que des amis, je n'aime pas lier de relations futiles on va dire. Mais par contre, les amis que j'ai sont là pour moi, même s'ils sont dispatchés partout. Donc encore une fois, j'aimerais bien trouver une clique à Dijon ou que je peux voir facilement, vous voyez. Mais ça va quand même mieux sur ça. Et depuis que j'ai ces personnes-là à qui je peux en parler dès que je prends le temps d'aller les voir et d'en parler, ça va beaucoup mieux. J'ai ma soeur aussi qui m'épaule beaucoup. J'ai ma maman qui m'épaule. Donc c'est super. J'ai même mon petit frère des fois qui m'épaule, qui est très rare. Ça reste un petit garçon, hein. Mais vraiment l'entourage m'aide beaucoup et c'est vraiment un processus qui avance de moins en moins. Des fois il y a des moins bons et des fois il y a des mieux. Là actuellement je suis dans une période pas ouf, j'ai beaucoup de projets géniaux mais mentalement je me sens épuisée, je me sens stressée, je me sens un peu dénutrie, donc dénutrie. J'essaye d'améliorer ça, de me reposer, de me nourrir de choses qui sont bien. Mais en ce moment, j'avoue, c'est une période difficile. On va pas rentrer dans le détail, mais ça reste difficile pour moi en ce moment.
Donc il y a des hauts et des bas, je me connais beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. J'accepte beaucoup plus de choses vis-à-vis de moi. Se connaître, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et même si je suis persuadée qu'on évolue toute sa vie, donc on peut jamais vraiment se connaître parfaitement, mais être à l'écoute de qui on est et aussi accepter. Par exemple, moi j'ai accepté que je suis une mamie aigrie. Je suis quelqu'un qui est autoritaire. Je suis quelqu'un de complexe et de compliqué à supporter au quotidien. J'ai beaucoup de petits trucs qui m'embêtent, de par mes neuroatypies, mais aussi de mon caractère de merde. C'est inhérent à moi. Je pense que ça fait aussi partie de mon charme. Et si j'ai des personnes qui m'aiment, je pense qu'il y a aussi des choses très bonnes en moi qui font que bah, ça va. Que je suis aussi une personne cool, mais je sais que je suis pas la personne la plus facile à vivre, contrairement à d'autres. Je sais que j'ai des difficultés à tisser du lien, à tisser des relations, à me nouer d'amitié, que j'ai tellement peu de confiance en moi que dès qu'on me sort du contexte professionnel, j'ai beaucoup de mal à lier d'amitié parce que il y a trop cette pression qu'on ne m'aime pas. Et du coup qui me frustre et qui me rend vraiment mais une autiste sociale quoi. Vraiment je ne connais pas les codes sociaux et ça se voit, ça se ressent, je suis bizarre, il n'y a rien à faire. Donc voilà, il y a ça. J'apprends à m'accepter comme je suis et il y a des hauts, il y a des bas, clairement. C'est comme ça, on voudrait toujours plus, toujours mieux et toujours comme les autres et c'est pas forcément le cas donc faut l'accepter. Je continue à me forcer à faire du sport, à bouger mon corps. Il y a des périodes où j'en fais beaucoup moins et je vous en ai déjà parlé sur les réseaux l'année dernière. Il y avait vraiment eu, entre tous les tournages, en fait j'arrivais plus à retrouver ma routine habituelle. Là je recommence à la trouver et à trouver un juste milieu entre les tournages pour Maison Pim et ma pratique personnelle. Je commence quand même à faire un petit peu mieux mais c'est jour après jour, j'ai pas du tout mes 10 000 pas par jour, on en est loin même si j'ai un tapis de marche. Voilà. Pour moi, c'est vraiment comprendre ce que j'ai envie, le message avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est accepter que ce soit votre réalité. C'est votre réalité d'avoir ce problème-là que d'autres n'ont pas. Et c'est complètement ok. Accepter de choisir ou non de vous en sortir naturellement. Ce n'est pas une obligation. Et quand je dis s'en sortir naturellement, c'est vous n'êtes pas obligé de choisir aujourd'hui d'essayer d'arrêter les médicaments et de sortir de la spirale. On peut prendre chaque jour après l'autre et accepter que bah écoute, pendant un an, je vais faire comme ça, c'est plus facile, j'ai trop de choses à gérer, c'est pas ça que je dois faire. C'est complètement ok. C'est complètement ok. Choisissez par contre de vous faire aider, de vous faire accompagner médicalement. Médecin, thérapeute, médicaments. Si ça existe, c'est quand même que ça a un intérêt. Et je ferai jamais une mauvaise pub à propos de tous ces médicaments. Il y a énormément d'effets secondaires, on le sait, mais il y a aussi... Enfin, peut-être que je serais plus là si je les avais pas pris. Du coup, bah... c'est quand même mieux, je pense, de les avoir pris. Continuez le process, même si vous avez l'impression des fois que ça allait mieux et puis c'est la merde, et ben acceptez que ce soit le process et continuez à le vivre parce qu'il y aura forcément des jours meilleurs. Remplissez-vous de l'intérieur, remplissez votre journée de choses qui vous donnent la patate et même si c'est des petits trucs nuls, et ben franchement allez-y. Un autre truc que je vous ai pas parlé qui m'a beaucoup aidé, ça a été la gratitude, de m'endormir tous les soirs en pensant à 3 trucs cool de la journée et franchement il y a des jours c'était nul, c'était par exemple une de mes petites patientes qui m'avait dit qu'elle avait rajouté un personnage dans son livre depuis, elle a 8 ans, dans son livre qui s'appelait Ayas, du coup ça m'a fait trop plaisir parce que c'est moi. Des fois c'était un beau bisou avec pantoufle ou un bon câlin avec lui, ou c'était un beau coucher de soleil, vous voyez ça peut être des choses que tout le monde a la chance de vivre. Tout le monde dans ma communauté a la chance de vivre, vous avez tous un toit, vous avez tous un foyer, vous avez tous quasiment des animaux, bref, ça peut être toutes ces choses-là. Essayez d'apprendre à vous connaître. Vous êtes une belle personne, vous méritez d'être connue. Donc apprenez à vous connaître et en fait à partir du moment où vous acceptez plus, le monde autour vous accepte aussi plus et vous vivez plus en alignement avec vos besoins et du coup la vie est quand même plus douce. Et encore une fois, vraiment ne diabolisez pas les médicaments, s'ils sont là, il y a une raison. Ils peuvent nous permettre d'avancer plus loin, d'avancer plus vite, d'avancer plus fort. Je reste convaincue qu'il est possible de vivre une vie sans, mais pas pour tout le monde. J'ai une très très bonne amie qui a plusieurs maladies chroniques, qui est aussi neuroatypique, et dans son cas, elle prendra des antidépresseurs à vie. Dans son cas, elle aura des antidépresseurs à vie. C'est complètement ok, parce qu'elle vit une vie belle, douce, elle s'épanouit, elle fait du sport, elle mange bien, elle fait le métier dont elle rêve. En fait, à un moment, si tu fais tous les efforts à côté, c'est une de mes grosses convictions,
Si tu fais tout ce qu'il faut à côté et que tu as quand même besoin des antidépresseurs, ok. Par contre, s'il te plaît, ne repose pas seulement sur les antidépresseurs toute ta vie. S'il te plaît, investis assez en toi pour essayer de manger bien, de nourrir ton cerveau et ton corps, de faire l'effort de remplir de ta journée d'activités qui te font du bien, même si le reste du temps tu es triste. D'essayer de bouger ton corps, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour aller mieux. Et si à ce moment-là, il y a encore besoin de quelque chose en plus, pourquoi pas? C'est comme les gens qui prennent des compléments alimentaires alors qu'ils n'ont pas une alimentation adaptée. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. D'abord, soigne ton alimentation au maximum. Fais au maximum de ce que tu peux mettre dans ton quotidien. Et si là, à partir de là, une fois que la base, elle est belle, si tu veux rajouter d'autres choses pour faciliter, complémenter, mais carrément, et ben pour moi, les médicaments sont le même processus. C'est exactement la même chose. C'est super, prends-les, mais fais aussi le reste. Fais aussi le reste, donne-toi les chances, en fait. Aime-toi assez pour pouvoir le faire. Et accepte aussi peut-être que on n'est pas tous à la recherche du bonheur tous les jours de notre vie. Que t'es pas forcément la meuf la plus souriante et agréable à vivre. Moi, clairement, je ne le suis pas. Je suis très souriante sur les réseaux, je suis très souriante au cabinet. Et quand j'arrive vers moi, je suis une profonde introvertie, une mamie aigrie, donc j'ai besoin de rentrer dans ma carapace et de faire un peu la gueule, alors qu'au boulot, je vais être toute sourire et toute mon énergie qui est là, et je suis complètement drainée parce que je vis un métier social, alors que je suis une introvertie qui a peur des gens. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut aussi accepter, mais maintenant que je sais que je suis comme ça, je l'accepte beaucoup plus, et en plus je suis moins grognon. Donc c'est peut-être un truc à réfléchir. Donc pour résumer, pour moi, ce qui m'a aidé, ça a été accepter, choisir de sortir de tout ça, en parler autour de moi, remplir mon quotidien de trucs qui me font du bien et en même temps qui m'épuisent pour dormir plus facilement et ainsi de suite, partir aussi dans un engrenage qui me correspondait mieux. Faire du sport et du yoga, vraiment ça m'a sauvé la vie. Je pense que je pourrais pas vivre sans, et je trouve même que c'est une aberration que ce soit pas le cas. Pareil, l'alimentation m'a sauvé la vie parce que vraiment, à partir du moment où tu nourris bien ton corps, enfin, ceux qui le font consciemment le savent, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et qui devrait être même naturel. Donc vraiment, je vous le conseille énormément. Il y a plein d'études d'ailleurs qui sont sorties sur l'impact de ton alimentation sur ta santé mentale, la dépression et les crises d'angoisse. Donc ça peut être hyper intéressant, et aussi sur la maladie d'Alzheimer d'ailleurs. Faut pas que je repense à ça, mais je vais pleurer pendant moi. Bref, l'alimentation a un fort impact sur ta santé mentale, donc s'il te plaît, fais-toi aider aussi sur ce plan-là. C'est beaucoup de choses, mais on a la chance aussi, si tu es comme moi, d'habiter en France, d'avoir la sécurité sociale qui nous rembourse beaucoup, les diététiciennes sont remboursées par les mutuelles, les psychologues, maintenant certains psychologues sont remboursés par l'État, donc vraiment, allez-y. Passer la gêne de cette première consulte où tu sais pas ce qui va t'arriver et tout, et aussi passer la gêne de changer de thérapeute quand ça marche pas avec lui. Vraiment, il y a des moyens d'y arriver. Accepter que notre vie, elle est phasique, et que en plus, si t'es une phase comme moi, tu es cyclique. Si t'es une femme comme moi, tu es cyclique, et donc en plus en fonction de notre cycle. Voilà, moi en ce moment là, ça fait depuis l'été dernier que je vis mes cycles à fond, que j'ai un SPM de 15 jours. Donc c'est sympa aussi pour le moral, et chérie me supporte encore. On verra pour combien de temps. Donc acceptez que c'est cyclique, que vous êtes peut-être pas la personne la plus joyeuse et la plus souriante au monde, mais en fait ça fait votre charme, et vous pouvez... Là moi je rigole de plus en plus de mon côté ironique et aigri, et moi ça commence à me faire rire. Donc à partir du moment où tu peux rire de tout à propos de toi, et c'est super, et je vois bien que les choses sur lesquelles je ne peux pas rire, c'est que c'est encore mes trucs à travailler. J'essaye de penser plutôt aux quelques amis que j'ai qu'à tous ceux que j'ai perdus ou que je n'arrive pas à avoir, ou ceux que je perds encore actuellement. Donc voilà, ça c'était vraiment mon gros parcours. J'espère que ça aura pu vous aider, et j'avais eu 2 autres questions que j'ai pas pu y répondre. Déjà plus clairement, du coup, combien de temps j'ai été sous médicaments. J'ai été sous médicaments de mes 8 ans, donc 2004 à 2020. Anxiolytique de 2004 à 2020, donc pendant 16 ans, et antidépresseur de 2013, 14, 15, de 2015 ou 2016 à 2020, donc plus de 4 ans sous antidépresseur. Comment on sait qu'on est en dépression ?
C'est un diagnostic médical, il y a des critères, tu peux taper sur Google diagnostic médical de la dépression et tu verras, je pense qu'il y a un questionnaire qui te dit si tu coches au moins tant de ces cases-là, c'est que tu as sûrement un risque de trouble dépressif. Et bien sûr, dans une vie comme aujourd'hui, tu peux aussi avoir un burn-out, un bore-out, tu peux avoir plein de choses, mais à partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu mérites de l'aide. À partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose à améliorer et que tu pourrais avoir une vie encore plus douce. Donc dans tous les cas, je te conseille au moins de consulter ton médecin généraliste si tu as confiance en lui et que tu as une bonne relation avec. Et sinon, directement, va voir des psychologues. Si tu as un doute, vraiment fais-toi aider. Et enfin, j'ai eu une maman qui m'a contactée pour son enfant de 12 ans qui est stressée, qui vomit, qui est nauséeuse, qui a beaucoup de troubles comme ça. Aide-la. Pour tous les parents, aidez vos enfants, écoutez-les. Si vous voyez ça, c'est qu'il y a quelque chose, emmenez-les voir des psys. Si ça passe pas bien avec le premier psy, allez voir un deuxième. Si ça passe pas avec le deuxième, allez voir un troisième. Vraiment, je pense que ces thérapeutes sont là pour eux. Aussi, soyez à l'écoute et bienveillant avec votre enfant. Expliquez-lui qu'il a le droit de ressentir ses émotions. Pourquoi pas avoir des cours sur l'intelligence émotionnelle avec vos enfants, ce qui pourrait leur permettre de mieux s'exprimer, de mieux comprendre l'origine de leurs troubles. Mais n'en faites pas un tabou, parlez-en. Moi je pense que c'est quand même ce qui m'a aidée en grandissant. J'ai eu cette chance que c'était pas un tabou à la maison, on a toujours pu en parler. Et s'il faut passer par les médicaments, c'est les médecins qui le jugeront. Et de toute manière, vous serez derrière votre enfant à vérifier que tout se passe bien. Donc tant que vous aimez votre enfant et que vous lui apportez toute l'aide possible et inimaginable, même si des fois il faudra peut-être le forcer pour la première séance de psy, bah écoutez, essayez. Et vous verrez ce qu'il en viendra dans tous les cas, tant que vous leur apportez de l'amour, de la bienveillance et de l'écoute, et ben votre enfant sera très heureux de vous avoir comme parent. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est remplissez votre vie. Vraiment, s'il y a un truc à retenir, remplissez votre... Mais je vous l'ai déjà dit, il y a 8 points en fait à retenir, c'en est pas un. Mais si je peux vous aider dans ce parcours-là et vous fournir des séances qui vous sortent de votre quotidien, qui vous font intégrer une nouvelle maison avec la maison PIM au milieu de votre salon et qui vous sortent l'esprit, qui rajoutent des paillettes dans votre vie, ben c'est un plaisir pour vous que j'aurai de vous accueillir à la maison. Je sais qu'on s'entoure beaucoup de gens comme nous, donc hypersensibles, avec des troubles anxieux, avec des troubles dépressifs, avec des problèmes de sommeil, avec des douleurs partout dans le corps, des maladies chroniques. Je sais que j'attire cette population-là aussi, parce que je le suis et que les énergies s'attirent, je pense. Donc je serais ravie de vous accueillir et de vous offrir un foyer digital au sein de la maison de PIM. Mes DM sont ouverts, mes commentaires sont ouverts, vous pouvez venir. Je réponds pas forcément dans la minute parce que j'essaie de toujours prendre le temps de bien vous répondre et de bien d'essayer de trouver les mots les plus justes pour moi et de réfléchir à ma réponse. Mais vraiment, je suis là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura, j'allais dire plu, mais non, aura pu vous aider. Et qu'on aura pu le faire de façon un minimum pailletée et que j'ai pas trop pleuré et que vous n'avez pas trop pleuré de votre côté de l'écran. Je te dis à très bientôt et peut-être à la maison PIM.